Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées, de ce congrès, de cette semaine, et repréciser de nouveau, comme Loïc Blondiot l'a fait en introduction, que le titre de mon intervention ne sera pas véritablement sur les théories politiques de la participation, d'autres plus compétents que moi auraient pu le faire, mais sur la tension entre délibération et participation, deux concepts qui semblent à la fois en affinité et en contradiction l'un avec l'autre, en précisant également que le type d'exercice qui nous a été demandé n'est pas d'analyser les pratiques, n'est pas d'analyser les discours des acteurs, n'est pas de faire une histoire des idées, mais plutôt de procéder à un état des savoirs. La démocratie délibérative est un concept qui, en France, est relativement peu utilisé, alors qu'il suffit de jeter un coup d'œil à Google pour voir qu'il est extrêmement répandu dans le monde anglo-saxon. La démocratie participative est par contre sur toutes les bouches. De loin, les deux notions peuvent sembler apparentées, et pourtant, les théoriciens des deux domaines, démocratie participative, démocratie délibérative, très souvent ne viennent pas des mêmes milieux, ne travaillent pas sur les mêmes objets, n'ont pas le même corps de réflexion théorique. S'agit-il d'une situation transitoire avec une affinité élective qui ferait que chacun des deux champs, des deux notions serait amené à se féconder mutuellement, ou à l'inverse, s'agit-il d'une tension irréconciliable? On se rappelle les mots fameux de Périclès tels qu'ils furent reconstitués par Thucydide alors que le dirigeant athénien faisait l'éloge funèbre des soldats tombés à Marathon, je cite, « Nous sommes en effet les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité, au moins par notre vote, ou même en présentant à propos nos suggestions, car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action, nous estimons plutôt qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. » Participation et délibération semblent, de ce point de vue, intimement liés, mais dès cette époque, cette perspective est soumise à une double critique qui se veut à la fois réaliste et élitiste. On peut citer par exemple, dans Les suppliantes d'Euripide, les propos du porte-parole de Thèbes, qui dit qu'une cité où la multitude prétend gouverner est condamnée à être manipulée par des orateurs qui, je cite, l'exaltent et la tourmentent en tous sens et au gré de leur propre intérêt. D'ailleurs, ajoute-t-il, comment la masse qui gouverne mal ses propres pensées pourrait-elle mener fermement la cité? Si vous remplacez multitude par opinion et orateur par journaliste, politicien et institut de sondage, la première partie au moins de cette citation semblera étrangement rappeler la charge de certains tenants de la sociologie critique française contemporaine contre les primaires du Parti socialiste. C'est cette question de la tension entre délibération et participation que je voudrais aborder en trois coupes, sans avoir la prétention d'apporter un éclairage systématique. D'abord en retraçant comment un certain républicanisme, incarné particulièrement par Durkheim, peut penser le problème. Deuxièmement, de voir comment la question est transformée après ou à partir des élaborations habermasiennes sur l'espace public. Et puis enfin, comment elle se pose dans les théories contemporaines de la démocratie délibérative. Alors tout d'abord, sur le républicanisme et Durkheim, on connaît bien aujourd'hui les débats des pères fondateurs des républiques françaises et américaines. On connaît sans doute moins bien ceux de la Troisième République, et je voudrais m'inscrire dans la lignée des travaux de Pierre Rosanvallon, de Mick Régnier ou de Paula Cossard sur cette période, en m'attardant sur un auteur qui me semble bien résumer l'esprit d'un certain républicanisme. À la fin du XIXe et au début du XXe, Durkheim avance que la démocratie se caractérise avant tout par l'intensité particulière de la communication entre gouvernants et gouvernés, d'une part, et par le rôle croissant joué par la réflexion dans l'action publique, d'autre part. Si l'on se bornait là, on pourrait en faire un précurseur des théories de la démocratie participative et de la démocratie délibérative. Cependant, Durkheim donne à sa thèse une tournure très particulière. Pour lui,
la communication démocratique se déploie sur 3 canaux distincts, à l'intérieur de l'État, entre l'État et la société, et au sein de la société. Le premier canal est celui que le sociologue met au devant de la scène, et c'est aussi le seul pour lequel il emploie le terme de délibération. Durkheim joue sur le double sens du mot en français, discussion collective d'un côté, prise de décision par une instance collective de l'autre, en écrivant par exemple « L'État se trompe souvent sur les motifs qui le déterminent, mais ce qui est essentiel, c'est que ces déterminations soient, à quelque degré, motivées. Il y a toujours, ou généralement au moins, un semblant de délibération, et l'organe intérieur de l'État est précisément destiné à prendre ces délibérations. De là, ces conseils, ces assemblées, ces discours, ces règlements, ces représentations se distinguent des autres représentations collectives par leur plus haut degré de conscience et de réflexion. Le second canal d'échange discursif passe entre l'État et la société. C'est presque exclusivement à ce canal qu'est réservé le terme de communication par Durkheim. Celle-ci relève avant tout d'une dynamique pédagogique. Une part croissante des délibérations sont publiques, du coup les citoyens y assistent certes de loin, mais peuvent y réfléchir, s'en imprégner, faire leur la réflexion gouvernementale. C'est là, dit Durkheim, ce qui fait la supériorité morale de la démocratie. Cette école de citoyenneté implique une asymétrie, il ne s'agit pas d'un dialogue. L'État doit en effet, dit Durkheim, être, je cite, un foyer de représentation neuve, originale, qui doivent mettre la société en état de se conduire avec plus d'intelligence que quand elle est mue simplement par les sentiments obscurs qui la travaillent. Cependant, la communication démocratique implique également en retour une communication des citoyens vers l'État. Durkheim est moins précis sur ce point. Il évoque d'un côté la gestion administrative qui permet de prendre le pouls des administrés et d'autre part des consultations régulières qui permettent à l'État, politiquement parlant, d'entendre les citoyens. Le troisième canal de communication concerne la société elle-même. Il s'établit entre les simples citoyens. C'est celui qui est le plus évanescent chez Durkheim, qui n'a pas de mots unifiants pour le décrire. À la démocratie correspondent 3 formes spécifiques de pathologie de la communication. La première réside dans une délibération insuffisante de l'État. Durkheim ne s'y attarde pas. La deuxième pathologie surgit lorsque l'État ne trouve pas assez de répondants dans la société et que le retour de la communication n'est pas suffisant. Cela peut provenir d'une éducation civique insuffisante. Cela peut provenir aussi du fait que les consultations régulières sont mal organisées. La troisième pathologie est beaucoup plus grave. Elle intervient lorsque la délibération étatique est submergée par la communication venant de la société. En effet, écrit Durkheim, le rôle de l'État n'est pas d'exprimer, de résumer la pensée réfléchie de la foule, mais de surajouter à cette pensée irréfléchie une pensée plus méditée. L'État, c'est l'intelligence mise à la place de l'instinct obscur, et s'il abandonne son rôle d'éducateur pour être à la traîne de l'opinion publique, la délibération régresse inévitablement à des formes de pensée plus primitives. Durkheim n'est que l'un des points d'équilibre possibles entre délibération et participation, mais il me semble qu'il est particulièrement éclairant et qu'il met en place une structure autour de laquelle d'infinis combinatoires vont être déroulés ensuite par la pensée républicaine. Et d'une certaine manière, évoquons la deuxième pathologie, la mauvaise organisation des consultations régulières, et faisons un rappel à l'actualité. Les tenants à critique des primaires socialistes ne disent-ils pas finalement qu'elles sont une manière de réguler une meilleure consultation? Et de même pour la troisième pathologie, remplacer État par parti de militants, et vous aurez une expression assez juste des vues des hommes politiques et des femmes politiques et des sociologues opposés aux primaires. Alors bien sûr, à cette perspective républicaine, des critiques des autres variantes de républicanisme, des courants socialistes et libertaires, le libéralisme d'un Tocqueville analysant la démocratie américaine et plus particulièrement les jurys, tout le filon, la tradition pragmatiste, illustrée notamment par Dewey, s'inscrivent en contre, en décalage par rapport à cette tradition. Mais il me semble qu'à un moment donné, elle a cristallisé quelque chose qui demeure encore
aujourd'hui vivons. Alors je voudrais maintenant aborder les théories de l'espace public à partir de l'élaboration habermasienne. Dans les années 1960, Habermas publie son ouvrage L'espace public. Cette thèse a le mérite de faire ressortir théoriquement un fait social, sémantique et politique majeur, l'affirmation à la fin du XVIIe et au XVIIIe d'un public distinct de l'étatique, voire tourné contre lui. L'espace public renvoie alors à la communauté, je cite Habermas, des personnes privées faisant usage de leur raison. Il se présente comme libre, égalitaire, marqué par une confrontation des opinions libres. L'idée forte qui se dégage est que l'action étatique doit être légitimée par des raisons devant un espace extérieur, ce que l'historien Baker appellera le tribunal de l'opinion. Du coup, la légitimité de l'État ne dépend pas simplement de lui-même ou d'un ordre divin, mais précisément de la façon dont il est jugé par ce tribunal de la raison. L'espace public dépend cependant d'une sphère privée où domine l'économie capitaliste naissante et la famille patriarcale. Et du coup, dans les années 1960, Habermas voit dans ce fait une contradiction structurelle qui porte en elle la décadence de l'espace public des Lumières. Cependant, il avance également que cet idéal a produit des effets historiques réels et qu'il représente un appel normatif qui permet d'évaluer le présent. Dans les années 70, Habermas va reprendre ce concept, mais dans une toute autre perspective, et plutôt que de parler de décadence de l'espace public, il fait de celui-ci le cœur d'une dynamique de démocratie radicale qui marque le présent. Il adosse par ailleurs cette logique délibérative de l'espace public sur une anthropologie de l'agir communicationnel. Cette anthropologie va très largement rester une cathédrale dans le désert et n'aura guère d'effet sur les recherches historiques et sociologiques, mais la réinterprétation de la notion d'espace public à partir des années 70 va avoir une importance considérable et durable sur la façon de concevoir délibération et participation. Trois voies me semblent plus particulièrement susceptibles d'être évoquées. La notion d'espace public va tout d'abord faire l'objet d'une réception critique chez les historiens et les sociologues, en particulier en France. La notion en sort restructurée sur trois plans au moins. D'une part, au-delà du terme, l'idée que l'espace public surgit à l'espace des Lumières et n'aurait guère de répondant dans d'autres périodes historiques est fortement critiquée, tandis que la description très idéalisée historiquement qu'en faisait Habermas se voit précisée, voire rectifiée. D'autre part, la conception du débat public, comme reposant fondamentalement sur l'échange argumenté, se voit contestée et de multiples formes délibératives sont explorées, en particulier lorsque sont étudiées les formes d'expression des classes populaires et des espaces publics différents sont ainsi mis en lumière. Enfin, alors qu'Habermas gardait une définition d'espace public comme constituant une sphère où les acteurs font abstraction de leur appartenance sociale, sans habitus, ou ne comptent que la force du meilleur argument, l'analyse des échanges est discursive et resocialisée. Les multiples biais par lesquels les différenciations sociales pèsent sur les interactions délibératives sont soulignés, tandis que les philosophies et les sociologies d'inspiration pragmatiste enrichissent considérablement la notion. Au total, la notion gagne en épaisseur sociologique et historique. Reformulée, elle perd en univocité, mais elle dépasse la dichotomie raison-passion qui marquait les Lumières et permet de prendre en compte des formes multiples par lesquelles le grand nombre peut participer à la définition publique des orientations collectives. Les gouvernants peuvent certes influencer les débats, voire tenter de les instrumentaliser, et ils ne s'en privent d'ailleurs pas. L'espace public ou les espaces publics ne sont cependant pas manipulables à volonté. Ils offrent des résistances, déploient des capacités d'autonomie qui varient selon les époques, les lieux, les conjonctures.
Leur existence constitue une donnée tout aussi fondamentale que celle de l'État moderne, bureaucratique. Sans l'espace public, l'expérience démocratique serait tout simplement impossible. Cette thèse semble triviale, mais elle est néanmoins largement méconnue, voire rejetée par les théories polarisées sur les élites et le primat de l'offre politique. Et quelle différence l'état des savoirs qui en résulte, on peut voir la différence entre l'état du savoir qui en résulte et puis celui qui était caractéristique de la sociologie durkheimienne ou d'ailleurs weberienne. Un deuxième développement est significatif. Habermas, quant à lui, élabore dans un second temps, à partir des années 80, un modèle de démocratie procédurale très normatif et très éloigné des sciences humaines et sociales. Dans cette perspective, il entend fonder un concept idéal, bien que partiellement incarné dans l'État démocratique réellement existant, de démocratie délibérative, dans une tentative de dépasser simultanément libéralisme et républicanisme. Le pas théorique décisif est d'abattre la cloison entre opinion publique et délibération. Au lieu de faire de cette dernière, à l'instar de Durkheim, un quasi-monopole des représentants, et de l'opposer à l'opinion publique potentiellement irrationnelle de la masse, la démocratie délibérative habermasienne s'ancre résolument dans les discussions ordinaires des citoyens, et le moment fondateur n'est plus l'élection, mais la formation de l'opinion publique. Parallèlement, Habermas accepte cependant le postulat libéral et républicain de l'impossibilité d'une démocratie directe dans les États de masse. Certes, la participation démocratique est une fin en soi, cependant, il s'agit d'une participation à la formation de l'opinion et non pas directement à la décision. La décision continue de relever d'instances représentatives ou des tribunaux qui eux-mêmes sont structurés par des procédures délibératives. Le fait de la représentation n'est pas envisagé comme une source de distorsion dans la perspective de cette auto-organisation d'une communauté juridique. Et parallèlement, la volonté de passer d'une réflexion centrée sur les acteurs à une théorie basée sur les procédures est poussée si loin que la préoccupation d'une possible déformation de la délibération par les inégalités sociales ou culturelles passe complètement à l'arrière-plan. Troisième voie notable, si l'on compare la façon dont la démocratie participative a émergé dans les années 70 sur la scène académique et la façon dont aujourd'hui elle est discutée, et les journées que nous vivons en ce moment en sont un symbole, la différence est frappante. Dans les années 1970, Bateman ou Macpherson défendaient un projet qui articulait démocratie représentative et démocratie directe. Ils inventaient pour cela le terme de démocratie participative. Ils étaient d'accord avec le constat d'une apathie, au moins relative, de l'opinion publique dans les démocraties réellement existantes, mais ils renvoyaient cette apathie à un état social et politique particulier, avançant qu'un mouvement social de transformation de l'existant, des structures sociales, économiques, familiales, pouvait permettre aux citoyens d'apprendre à participer. À l'époque, cependant, la délibération politique et les procédures sur lesquelles elle pouvait reposer étaient totalement hors de la scène. Or, aujourd'hui, et je ne m'y attarderai pas, tant le constat semble évident, et il suffit de lire les titres des communications de cette semaine, l'immense majorité des travaux couple l'idée d'étudier la participation et d'analyser très précisément les dynamiques délibératives à l'œuvre et les procédures sur lesquelles elles s'appuient et qui les rendent possibles. L'idéalisme de la version habermasienne est certes largement rejeté, mais la vision spontanéiste de la participation qui dominait dans les années 70 n'a quasiment plus cours, du moins chez les chercheurs. Dans un troisième temps, je voudrais essayer de montrer comment, parallèlement à ces élaborations habermasiennes, s'est constitué un nouveau paradigme qui s'est imposé dans la théorie politique anglo-saxonne, celui de démocratie participative. La filiation habermasienne est importante pour comprendre l'émergence de ce paradigme, mais elle n'est pas exclusive, loin de là,
et l'importance d'auteurs comme Rawls ou de précurseurs comme Mansbridge, Manin ou Elster est également importante, plus indirectement Dewey également. Cette littérature connaît une véritable explosion à partir des années 1990. Il est difficile de la résumer en quelques lignes, tant les approches qui s'en réclament sont différentes. Certains éléments, cependant, me semblent se retrouver dans la plupart des travaux. Premièrement, le cœur de l'intuition habermasienne, à savoir que la légitimité démocratique surgit fondamentalement du processus de délibération, se trouve réaffirmé. Pour reprendre les mots de Manin, la décision légitime n'est pas dans la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. Deuxièmement, la vision habermasienne de la délibération reste une référence centrale, qu'elle soit revendiquée, nuancée ou critiquée. Troisièmement, la perspective se fait cependant moins exclusivement normative que dans le schéma habermasien, et en particulier si l'accent est mis sur la capacité de jugement des citoyens ordinaires, et donc sur la légitimité de leur participation à la discussion publique, les conditions d'une bonne délibération qui permettent à celle-ci d'être véritablement informée, inclusive et égalitaire sont au centre de l'attention. Les procédures et la façon de réguler les interactions discursives visent à neutraliser précisément les distorsions produites par des mauvaises conditions sociales, culturelles ou économiques. Quatrièmement, les dispositifs auxquels s'intéressent ces chercheurs sont en particulier ceux qui permettent à des mini-publics composés de personnes ordinaires de s'engager dans une délibération de qualité, comme les jurys citoyens, les assemblées citoyennes, les conférences de consensus, les sondages délibératifs. Sur 4 points au moins, les élaborations de ces théoriciens enrichissent ou rectifient considérablement la vision habermasienne de la démocratie délibérative. D'une part, à la suite de Bernard Manin, une série d'auteurs vont penser la délibération comme une rhétorique, au sens qu'Aristote donnait ce terme, à savoir un échange destiné à convaincre un auditoire. La rhétorique délibérative n'équivaut pourtant pas à une simple sophistique. Elle se différencie, pour reprendre les mots de Chambers, d'une rhétorique plébiscitaire ou de ce que la langue quotidienne appelle un argument purement rhétorique, en ce qu'elle ne vise pas à manipuler stratégiquement les auditeurs, mais à les convaincre. Un deuxième type de rectification porte le fer contre la réduction de la délibération à l'argumentation. Cette vision intellectualiste tend à dévaloriser les formes d'expression auxquelles des individus moins dotés de capital culturel ont souvent recours, comme le témoignage ou le discours d'indignation. Un troisième apport relative la place du consensus, qui fonctionnait comme un idéal régulateur dans la problématique habermasienne. La majorité des théoriciens de la démocratie délibérative abandonnent cette perspective au profit d'un dissensus raisonnable, par exemple, où les parties prenantes acceptent les règles du jeu élaborées en commun, mais renoncent à l'idéal, à l'ambition d'un accord sur le fond des questions en débat. D'autres argumentent sur le fait que les procédures fondées sur l'unanimité ne requièrent en fait qu'un consensus apparent dans lequel les minoritaires renoncent à utiliser leur droit de veto. D'autres encore réévaluent, dans une perspective néo-machiavélienne, l'articulation du conflit et de l'accord procédural dans la dynamique démocratique. Enfin, de façon plus récente, des auteurs comme Manin arguent du fait que la délibération ne saurait se réduire à la discussion et que le débat contradictoire, dans lequel les citoyens écoutent des orateurs opposés défendre le pour et le contre, constitue une forme délibérative privilégiée. Cet élargissement de la perspective a des incidences sur le lien de la participation et de la délibération, en ce qu'il permet de penser une délibération qui inclut le grand nombre. Celui-ci reste dans un statut d'auditeur, muet mais non passif, car il fait l'éloge de sa raison en pesant les arguments contradictoires évoqués devant lui pour se forger une opinion. Cela constitue un point d'appui pour rendre compte et pour évaluer des formes historiques comme l'Assemblée athénienne, mais aussi pour penser la délibération, et surtout pour penser la délibération dans des sociétés où les médias de masse constituent une réalité incontournable. Cela permet par exemple de jeter un regard plus pénétrant sur les débats télévisés, par exemple dans les primaires. Un problème peut cependant surgir de la focalisation exclusive de la délibération sur cette modalité du débat contradictoire,
car celui-ci tend, du même coup, à être désencastré des multiples discussions ordinaires sur les choses de la cité qui se développent dans la vie quotidienne d'un côté, mais aussi dans certains mouvements sociaux, dans le cadre de forums sociaux altermondialistes, dans le nouvel espace public fondé sur Internet. Plus gênant encore, les dispositifs interactifs auxquels s'intéresse la majorité des théoriciens de la délibération sont avant tout des instruments permettant à des mini-publics de discuter de façon éclairée, comme je l'ai déjà évoqué. La caractéristique de la plupart de ces instruments est qu'ils sont des dispositifs top-down qui répondent à des logiques d'experts plutôt que de mouvements sociaux. Et l'opinion publique ainsi valorisée tend à se différencier, voire à s'opposer à l'opinion publique des masses. Et avec cette focalisation, pour reprendre les termes de Chambers, sur la délibération démocratique de mini-publics et le quasi-abandon pour beaucoup d'une démocratie délibérative tournée vers le grand public, c'est un des points clés de la notion d'espace public qui passe ainsi à la trappe. Le fondement épistémologique qui postule que chaque citoyen est en principe capable d'apporter une contribution raisonnable au débat public est certes préservé, mais il est réservé à la constitution de mini-publics et reste hors de portée de la multitude. Et la tentation d'insulariser ces mini-publics de l'opinion publique irrationnelle des masses est forte. Au stade actuel, du coup, les lecteurs peuvent, à la lecture des théories de la démocratie délibérative, éprouver une certaine ambivalence. Le malaise surgit devant des élaborations qui souvent font preuve d'une naïveté sociologique impressionnante dès lors que l'on sort du cadre de la micro-interaction des mini-publics et que l'on pose des problèmes de société. Les faits macro-sociaux de la domination sociale et politique tendent à être perdus de vue, accentuant une tendance déjà présente dans la théorie habermasienne. L'articulation de la délibération et de l'action collective, tout comme la réflexion sur les voies les plus efficaces du changement social, restent les parents pauvres dans cette littérature. Et pourtant, chercheurs et acteurs, articulant réflexion théorique et enquête empirique, ont pu se saisir librement de ces outils conceptuels. Pour conclure, aux alentours de 1850, Marx écrivait en analysant les convulsions de la Seconde République, je cite, « Le régime parlementaire vit de la discussion, comment l'interdirait-il ? Chaque intérêt, chaque institution sociale y sont transformés en idées générales, discutées en tant qu'idées. Comment un intérêt, une institution quelconque, pourrait-il s'élever au-dessus de la pensée et s'imposer comme article de foi ? Les représentants qui en appellent constamment à l'opinion publique habilitent cette même opinion publique à exprimer son opinion réelle. Quant au sommet de l'État, on joue du violon. Comment ne pas s'attendre à voir danser ceux qui sont en bas ? Il me semble que ce constat ironique n'a rien perdu de son actualité. Le panorama très simplifié que j'ai esquissé des travaux sur la participation et la délibération montre bien que, dans l'histoire des démocraties réellement existantes, la délibération constitue une dimension incontournable. Il montre aussi que, contrairement à ce que postulait Durkheim, elle n'est pas contenable facilement dans le cercle restreint des dirigeants de l'État, ou pourrait-on rajouter dans l'avant-garde éclairée du parti militant. La montée en puissance des théories de la démocratie participative et de la démocratie délibérative, dont le présent congrès constitue un symbole, est difficilement explicable par la seule logique du débat académique. Elle renvoie à des évolutions sociales et politiques qui ne pouvaient être l'objet de mon propos, mais qu'il convient d'avoir en tête. Elle accompagne des expérimentations réelles, la mise en place de nouveaux dispositifs institutionnels, l'émergence de dynamiques délibératives innovantes à l'intérieur de certains mouvements sociaux. Cette dynamique transgresse les frontières du gouvernement représentatif. Si elle ne constitue pas ou plus une alternative à celui-ci, elle le complète ou le contrebalance plus qu'elle ne s'y réduit. Et pourtant, dans les pratiques comme dans les élaborations théoriques, l'articulation de la délibération et de la participation n'a rien d'aisé. Elle constitue un travail ardu et plein d'obstacles. La dimension élitiste du porte-parole de Thèbes que j'évoquais en introduction a sans doute perdu de sa crédibilité. Cependant, la dimension réaliste de cette critique reste un défi, d'autant qu'elle peut aujourd'hui être soutenue par toute une série de travaux sociologiques et historiques.
Une synthèse théorique et plus encore pratique est-elle envisageable? Peut-on en discerner les prémices dans les dispositifs participatifs actuels, voire dans les primaires mises en place par les gauches italiennes et françaises pour désigner leurs candidats aux élections? Je laisse bien sûr au professeur Bobbio le soin de répondre à cette double question.